Bonjour, moi c'est Aurélie et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette. Nous retrouvons André qui, après avoir grandi tant bien que mal pendant la guerre, commence ses études et entre dans sa vie d'adulte. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur son enfance, je vous invite à mettre pause et revenir à l'épisode 12. Aujourd'hui, il s'agira avant tout de sport, car André a pratiqué l'aviron, le ski, la gym et le badminton jusqu'à 85 ans. Le sport lui a beaucoup apporté, notamment la rencontre avec la femme de sa vie, qu'il évoque avec beaucoup d'émotion. Petite parenthèse avant d'aller rejoindre André. Je vous réserve quelques belles surprises après l'été. L'association Le Souvenir Français travaille avec moi pour trouver des invités extraordinaires. J'ai déjà reçu quelques noms et je peux vous dire qu'entre les anciens résistants et résistantes, les centenaires rescapés de Caen, les espions et j'en passe, on sera gâtés. Mais pour que Rambobinette continue d'exister, j'ai besoin de vous. Ce travail que j'effectue est entièrement bénévole, financé par mes soins et réalisé sur mon temps libre. J'ai besoin que vous m'aidiez à faire connaître le podcast et c'est parfois plus simple qu'on ne le croit. Un like sur les réseaux sociaux, un commentaire sous un de mes posts, un partage sur votre page Facebook ou même LinkedIn, un conseil que vous donnez à un ami. Cela ne vous coûtera rien et ça m'aidera beaucoup, alors merci d'avance. Allez, on retourne voir André. On va retrouver André à Nantes, mais avant ça, voici en quelques mots comment il est arrivé là après son enfance à Nevers. André étudie au collège moderne et technique dans la branche maths et mécanique. Il a choisi la mécanique par tradition familiale mais aussi pour son aspect pratique. Il avait envie de faire quelque chose. Plus tard, il rate arts et métiers et il est refusé à la marine à cause d'une opération qu'il a subie à l'âge de 12 ans. Sur les conseils d'un ami, il se présente au concours d'entrée à l'École nationale supérieure de mécanique de Nantes. Il est reçu et s'en va donc vivre à Nantes. Je suis arrivé à Nantes. Alors, Nantes était une ville très, très agréable. Il y avait les constructions navales à l'époque. Et les constructions navales à l'époque étaient rivetées. La construction navale était faite comme ça. 56, 57. Et ça faisait un bruit qu'on entendait dans toute la ville. Hein. On entendait le rivetage, ça s'entendait sur toute la ville. Et puis ensuite, la construction rivetée a été remplacée par la soudure. Donc on soudait les tôles. Donc il n'y avait pas de bruit. On n'entendait plus de bruit. Donc ça a changé un peu la vie de la ville. Ah, ça devait être plus agréable. Bah oui, c'était plus agréable. Et puis, à l'époque, il y avait pas mal de conflits à Nantes. Il y avait souvent des grèves importantes. Il ne fallait pas se trouver dans la rue à ce moment-là. Hein. Ah. Il y avait les grévistes avec des boulons dans les poches qui jetaient les boulons sur la tête des CRS et puis des gens qui étaient de passage. Donc, c'était pas le moment de se trouver là. Et puis, qui bouchaient, qui coinçaient une rue complète. Hein. On ne pouvait pas passer. Alors, il ne fallait pas se trouver là. Hein. Voilà, bon, ça arrivait de temps en temps pas mal, souvent, même fréquemment. Et ça s'est bien passé vos études? Très bien, donc j'ai fait 4 ans là-bas, et puis après j'avais un stage de fin d'études à faire. Ce stage de fin d'études, moi je voulais me rapprocher d'Alsace-Lorraine, parce que je vous dis, j'étais européen, donc je voulais me rapprocher de Strasbourg. Donc Okay. j'ai demandé à faire un stage en Alsace, et il se trouvait qu'il y avait un ancien de l'école, dont le père avait été directeur de l'usine de Grafenstaden, la SACM, Société alsacienne de construction mécanique, et donc je suis rentré pour faire un stage à la SACM, un stage de 6 mois, en octobre 1959. J'ai fait ça 6 mois, et j'ai donc terminé mes études au mois de mai 60. Et puis après, le 1er mai, je suis parti service militaire. Service militaire pendant 26 mois. Alors j'étais dans une base aérienne à Cazaux, à côté d'Arcachon. J'ai commencé d'abord à Toulouse et puis après j'étais à Arcachon. J'ai terminé sergent et j'ai passé mon temps là-bas. Il y a un grand lac à Cazaux. Ce grand lac servait notamment la base parce qu'il y avait le tir et le bombardement. Donc ils jetaient des bombes dans le lac. Les avions tiraient dans le lac et tiraient également, mitraillaient également des cibles. Et j'ai passé donc 26 mois là-bas. Okay.
C'est beaucoup, ça paraît incroyable maintenant de Maintenant, mettre entre parenthèses sa vie pendant 2 ans pour faire un service c'était la militaire. guerre d'Algérie à l'époque. Hein. Ouais. C'était la guerre d'Algérie, on n'a pas été en Algérie, mais le service était de 28 mois, même plus. Et là, c'était une des premières classes, parce que j'étais sursitaire, donc j'étais rattaché à une classe qui avait fait un peu moins, j'ai fait 2 mois de moins que les autres, j'ai fait 26. Mais est-ce que ça vous a aidé dans votre vie après? Vous avez appris des choses? Ça vous a impacté? Sur la vie, alors là, je vais vous dire mon opinion. D'abord, premièrement, j'étais sursitaire, donc j'avais un certain âge, 25 ans, hein, et les autres, ils avaient 20 ans, les jeunes. Alors, je suis arrivé donc je suis parti au mois de mai, et il s'est trouvé qu'il y avait pas mal parmi les appelés, dans les jeunes, il y avait beaucoup d'illettrés. Il y avait des gens qui n'avaient jamais pris le train de leur vie. Il y avait des Bretons qui n'avaient jamais pris un train de leur vie. C'était la première fois qu'ils prenaient le train. Et ils se retrouvaient en communauté, en chambrée avec d'autres, ils étaient obligés d'apprendre à vivre. Il fallait faire le lit, il fallait faire les lits au carré, on ne va pas vous faire votre lit, hein. Il fallait faire soi-même. Donc tout ça, c'était une chose à vivre. Il fallait apprendre aussi à manger, parce qu'on vous servait un plat pour une dizaine de personnes, et il y a certains goinfres qui prenaient pratiquement tout le plat pour eux, hein. Alors il fallait leur expliquer qu'il fallait manger, qu'il y en avait pour tout le monde. Et ça, c'est une bonne école de la vie. Et le fait d'obéir, c'en est encore une autre. Parce que ces gars-là, ils n'étaient pas habitués à obéir, hein. C'est une bonne chose. Dans ce sens, c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est regrettable par rapport à ce qu'on voit maintenant. Il y aurait certainement un peu plus de discipline parmi les jeunes s'ils avaient eu un entraînement de ce genre. Quand ça s'est fini, vous êtes reparti Eh là où ben, vous étiez arrêté. je suis parti directement à Grafenstein. Je suis rentré comme ingénieur alors, ça s'appelait la Société alsacienne de construction mécanique. Pas pour longtemps, parce que 2 ans plus tard, ça a été repris ça s'est appelé à nouveau Alcatel, alsacienne de construction de télécommunications et électronique. Et ensuite, c'est devenu CT Alcatel, tout ça par des regroupements de filiales, etc. André aura beaucoup de postes différents dans sa carrière. Il commence dans la fabrication d'aliseuses, puis passe au service méthodes et devis, un mélange entre un rôle commercial et technique. Il enchaîne quelque temps au service méthode de fabrication, puis dans l'équipe qui fixe les prix. À la fin de sa carrière, le groupe est rattaché à Fiat, partie machine-outil. Il entre en pré-retraite, puis en retraite en 1992. Et ça vous plaisait, votre métier? Ah bah écoutez, oui, j'ai fait 31 ans. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans votre métier? Oh, bah, je dirais que les méthodes clients et devis, c'était pas mal, parce qu'on avait affaire à beaucoup de gens, beaucoup de situations industrielles qui étaient différentes, hein. Ça, c'était assez passionnant. Oui. La fabrication, la méthode de fabrication également, euh, mais ça, je ne suis pas resté trop longtemps. Et puis, après, alors je fais autre chose aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est que quand on a été repris par Fiat, j'étais chargé de la revente d'un certain nombre de moyens d'usinage qui n'avaient plus sa raison d'être parce qu'on avait changé les fabrications. Donc il y avait tout un tas de machines de fabrication qu'il fallait vendre. Et là, j'ai été en contact avec différents pays européens, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, euh, c'est déjà les principaux. Et ça, j'ai fait une vente aux enchères. Ah, J'ai fait la vente aux enchères des machines. Et là, ça, je peux dire que je me suis régalé. Parce que j'ai vu la mentalité de chacun, c'était extraordinaire. Les Français, des marchands de ferraille. Ils estimaient qu'une machine vendue d'occasion, c'était de la ferraille. Donc ils voulaient avoir les machines au prix de la ferraille. Les Italiens, bah, ils sont Fiat. Alors ils estimaient que la machine devait leur revenir. Alors que ça ne leur appartenait pas, parce que c'était pas du tout. C'était des machines qui appartenaient au groupe précédent. Ça n'appartenait pas à Fiat. Alors ils prenaient la prépondérance, ils voulaient absolument acheter des machines sur le site de Fiat. Donc ça ne s'est pas fait non plus.
Ensuite, puis après, il y avait les autres. Alors, il y avait les Allemands, alors là, chapeau. En Allemagne, acheter une machine d'occasion, c'est pas le simple troubadour qui vient regarder les machines, c'est le patron lui-même qui vient et qui vient voir de quoi il s'agit, etc., et qui discute. C'est vraiment bien fait. Et puis après, les Belges également, ils étaient sensibles aux machines et puis ils discutaient, etc. Et c'est comme ça que j'ai réussi à vendre une machine plus chère que ce qu'elle m'avait acheté. Et il y a un pan de votre vie dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé de votre vie personnelle. Je me suis marié. En fait, j'ai connu ma femme au champ du feu, en faisant du ski. Une rencontre sportive donc, dans la lignée de la vie d'André, toujours très actif. Il nous raconte à présent comment il en est arrivé à pratiquer le ski grâce à des collègues. Oui, donc il y avait un ingénieur de Centrale qui était avec moi, Lucien Butcher, dont les parents avaient un magasin à Strasbourg de jouets. Et on mangeait ensemble, et puis j'avais dit que j'aimerais bien faire de l'aviron. Comme il faisait partie d'un club d'aviron à Strasbourg, un des plus anciens, puisqu'il date de 1884, qui s'appelle l'In Club de Strasbourg. Je suis rentré en 1963 à l'In Club de Strasbourg, et puis j'y suis toujours d'ailleurs, mais je ne pratique plus depuis longtemps. Donc ça m'a permis de faire toute une tas de descentes de rivières. Donc il y avait notamment toutes les rivières d'Alsace, hein. La Hauteur, l'Isle, la Sor, on a même fait la Loue. Alors non seulement je faisais du canadien, de l'aviron, je faisais aussi du ski. J'avais fait du ski avec je faisais Lucien Belchum m'avait inscrit également au club alpin français. Le club alpin français avait parmi eux des gens qui ont bien voulu être des moniteurs de ski. Donc ils avaient créé des cours de ski, disons, au champ du Feu. Et ma femme était également au club alpin. Ok. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait rentrer, je ne sais plus. Peut-être, je ne sais plus. Elle était à l'école de pharmacie de Strasbourg. Et donc, on s'est rencontrés, on est allé au Champ du Feu. Et au Champ du Feu, à midi, on est allé manger ensemble. Et puis on a continué. Et vous vous êtes bien entendu tout de suite. Voilà. Alors, on s'est mariés en 60. Alors, ça c'était en 64. C'était fin 64. Et oui, c'était plutôt début 65. Et puis au mois d'octobre 65, on s'est mariés. Oui. Et on a eu ensuite après 3 filles. 3 filles. 3 filles. Alors il y en a une, l'aînée est née en 1966, la seconde en 1968 et la troisième en 1975. Et c'est quoi votre plus beau souvenir de famille? Votre plus beau souvenir de famille quand elles étaient petites? Oh, ça, il y a beaucoup de souvenirs, hein, ça. Elles n'ont jamais fait de choses invraisemblables, hein. Elles ont toujours fait des choses bien. Non, non. Alors, ma femme, on s'est trouvé. Alors, oui, comment on s'est trouvé? On faisait des cours de ski. Et quand on suit des cours, qu'est-ce qu'on fait? On se met devant. Ah On oui, se met à côté du moniteur. pour mieux entendre. On se met devant. Ma femme m'a pris pour le moniteur. Alors à midi, enfin ma future femme, alors à midi, on est allé manger ensemble. On a parlé dans le journal avant-hier, à la Chaume des Vaux, il y avait une auberge, enfin qui était gérée par des amis de la nature. Et c'est là où on avait été manger à midi, puis on s'est parlé et tout, puis on a continué, on a continué comme ça. Oui. Et on s'est mariés dans l'année en 65. On s'est connus en janvier, au mois de... Ah, vous étiez sûr de votre choix. Ah oui, oui, oui. Ah bah, j'avais 32 ans, 31 ans quand même, 31 ans. On sait ce qu'on veut. Oui, c'est vrai, on sait mieux. Puis c'était temps de stabiliser aussi, hein.
Mais elle n'avait pas fini ses études, elle a terminé. Hein. Elle a terminé pharmacie, Elle était plus jeune? elle a 50 mois. 50 mois. Et elle a finalement elle a réussi, non sans mal, non, ça c'est plus compliqué. Elle a eu l'autorisation de créer une pharmacie ici à Effic. Ah, Là où est les arts, etc. Vous savez, un artiste peintre. oui, Bon, si vous avez vu, là, J'ai vu en juste à arrivant, côté, ouais. là, juste devant. c'est ça. Ah ben, c'était sa pharmacie, elle l'a créée. D'accord. Elle l'a créée à cet endroit-là, mais les successeurs ont décidé de s'implanter ailleurs parce que c'était pas suffisamment centralisé. C'était trop centralisé, ils voulaient être sur la route nationale. Et alors après, elle avait créé une société d'orthopédie, de matériel médical. Alors, il s'est trouvé qu'elle est tombée malade en 92. C'est à ce moment-là que moi, j'étais en retraite. Oui. Alors, j'ai dû prendre en charge. Je faisais partie de la société, mais comme c'était une société anonyme, j'avais des jetons de présence. Je ne gagnais rien du tout. J'ai tout perdu, d'ailleurs. Je n'ai jamais rien gagné, pas un centime. J'avais perdu plutôt des centimes. Et je me suis occupé de vendre des produits, je visitais les maisons de retraite, les hôpitaux, etc. J'ai connu tout, ainsi, tous les hôpitaux, toutes les maisons de retraite du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Vosges. Et ça m'a beaucoup appris parce que j'ai vu comme ça qu'il ne fallait pas aller n'importe où en maison de retraite, hein, Et c'est pour ça que vous avez choisi ici? entre autres. D'accord. Parce qu'il y en a certaines, j'aurais pas mis les pieds. Hein. Ah oui. On parle actuellement de maltraitance, j'en ai vu. Hein. Alors, ma femme, en plus, eu elle avait pris la représentation de chaussures de réflexothérapie. Oui. Voilà. Et donc, il était autrichienne, les chaussures étaient autrichiennes, et il fallait les diffuser dans toute la France. Alors, je m'en suis occupé pas mal. Hein. Du coup, j'ai eu l'occasion de voyager. Pour moi, alors là, j'ai rien gagné du tout. Au contraire, je payais toutes mes dépenses. Mais j'ai été dans le Nord, j'étais dans le Sud, j'étais sur la Côte d'Azur. Et tout ça, il fallait visiter les gens qui faisaient de l'orthopédie. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, Oui. notamment quelque chose que vous ne savez pas. Sûrement. D'accord. Dites-moi. Entre l'Alsace et la Moselle. En Alsace, quand je faisais une vente de chaussures, les pointures pour les femmes, ça commençait à 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. L'Alsace. Les hommes, ça commençait à 41, 42, 43, 44, 45. Mais en Lorraine, j'allais du côté de Falzbourg, j'avais à vendre des chaussures, j'avais amené des chaussures les mêmes pointures que celles qui étaient en Alsace. Ben, pas du tout. Les femmes en Lorraine, ça commence à 35, même oui, 35, 36, 37, 38 rarement, et ça s'arrête là. Les plus petits pieds. Et les hommes, ça commence à 39, 40, 41, ça s'arrête là. C'est pas du tout la même chose. Et ça, là, j'ai appris quelque chose. Hein. Ah oui, c'est bizarre. Hein. Si C'est proche. une morphologie Ouais. ethnique, hein, parce que ils ont été envahis par des Celtes, mais des Tribocs. Les Tribocs n'avaient pas forcément les mêmes dimensions que les les médiomatiques, qui avaient d'autres dimensions. Ouais. Ah bah Et oui, ça se j'ai vend appris encore quelque chose. maintenant. Oui, carrément. Ah, j'ai appris quelque chose. Et ça, c'était votre pré-retraite, très active alors. Oui, mais tout ça gratuit. Hein. J'ai fait ça gratuitement. Puis après, on a réussi à liquider tout ça parce que on ne peut plus rien faire. Il fallait liquider. Hein. Ouais. Donc on a liquidé tout l'ensemble. Puis ma femme elle est tombée malade en 92. On lui a retiré un poumon. Hein. Elle n'avait plus un seul poumon. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle est décédée en 2012.
Elle a quand même tenu 20 ans. Avec un poumon. Ouais. Elle a tenu 20 ans. Les dernières années, c'était hospitalisation à domicile. Hein. Les 2 dernières années, c'était hospitalisation à domicile. Sous oxygène 24 heures sur 24. Hein. Ça a dû être très difficile. Ouais. Vous habitiez à Ipfig ou... Oui, j'habite à Ipfig. D'accord. Alors bon, moi, personnellement, après, j'ai continué à faire beaucoup de sport. Hein. Je faisais beaucoup de sport, gymnastique entre autres, depuis l'âge de 35 ans. Je faisais partie d'une équipe de gymnastique. J'étais à l'époque à Grafenstein, puisqu'on a habité 15 ans à Grafenstein. Ouais. Et puis ensuite, ma femme avait créé quelque chose à EFIC, l'Association Générale des Familles. Il y avait quelqu'un qui nous donnait des cours de gymnastique. D'ailleurs, à côté, là, à l'Institut Cotolango. C'était là où ça se passait. Okay. Et puis, il s'est arrivé qu'à un moment donné, je ne sais pas ce que quelqu'un a raconté à ma femme, je ne sais quoi, parce que c'était mixte. Hein. Ouais. Ils ont dû raconter quelqu'un a raconté des conneries. Hein. En tout cas, elle ne voulait plus du tout que je fasse la gymnastique à Ipfig. Alors, elle s'était renseignée et à Bar, il y avait la Société des Veillants qui est mixte, mais à l'époque c'était comme ça, parce que ça a changé il n'y a pas longtemps. Il y avait les hommes et les femmes. On ne faisait pas la gymnastique ensemble. Alors, donc j'ai commencé comme ça. J'ai commencé dans les années en 1956. Bon. Et j'ai arrêté vers 1998, quelque chose comme ça. Après, j'ai donc été en retraite. J'ai continué de faire la gym au Vaillant à Bar, dans lequel il y avait, il y a 2 choses. Il y avait donc des femmes qui faisaient la gymnastique. Non, il y avait une partie mixte à 20h, entre 20h et 20h30. On pouvait faire ou du volleyball ou du badminton. Alors j'ai commencé à faire du badminton, je ne savais pas du tout jouer au badminton. Il y a une des dames qui était là, qui m'a initié au badminton. Alors j'ai commencé à jouer avec eux. On était à 4, on est restés tous les 4 toujours ensemble. Alors moi je jouais toujours avec elle, d'ailleurs on est toujours très amis, puisqu'on a resté 25 ans ensemble. Et on joue ensemble, on est toujours très amis, on se rencontre régulièrement. Après, quand j'étais en retraite, j'étais définitive et que j'étais à EFIC, j'ai créé un club de badminton à EFIC. J'avais 75 ans. Ah oui. Donc je fréquentais de 75 à 85 ans. Puis à 85, j'ai laissé ça, il y a une dame qui s'en occupe maintenant. Mais là, qui est tennis, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Alors, ça n'a pas été simple de créer un club à EFIC. Qu'est-ce que j'en ai bavé. Ah oui? Qui vous a mis des bâtons dans les roues? Le problème, d'abord, il fallait trouver un local. Ouais. Parce que le badminton se joue dans un lieu fermé. Vous ne pouvez pas aller dehors parce que le volant avec un soufflet de vent, il fiche le camp dans tous les sens. Donc on ne peut pas le contrôler. Oui. Donc il faut jouer dans un lieu fermé. Alors un lieu fermé, pas évident. On a eu une réunion d'abord à Dambert-la-Ville. Oui. Alors il fallait trouver un terrain. Alors il n'y en avait pas. Les locaux ici n'étaient pas encore terminés, mais personne ne voulait céder de place. Parce que c'était le basket qui voulait monopoliser le local alors qu'il était ouvert à tout le monde. Il est multisport. Le basket refusait de céder à une place. Alors on a dû faire une réunion à la mairie ici, où il y avait une vingtaine de personnes de tous les clubs pour essayer de trouver quelqu'un qui veuille bien nous laisser un créneau horaire. Finalement, c'est le tennis club, ici, d'EFIC, qui a accepté de nous laisser dans la salle polyvalente, mais municipale, l'autorisation d'avoir une heure de cours
enfin 1 heure de badminton, on a réussi à faire quelque chose. On a continué à actionner pour avoir le lot de salle qui était multisport. Parce que la salle municipale n'est pas du tout adaptée pour le badminton. L'éclairage n'est pas bon, il n'est pas fait pour ça. Et puis il n'y a pas de marquage au sol, il n'y avait rien du tout. Donc bon, on a commencé comme ça, on n'avait pas le choix. Il faut commencer quelque part. Faut faire, Et puis ensuite, alors on nous a donné des poteaux. Tout était. On m'avait dit, ah ben vous avez ça y est, on vous a livré les poteaux, et puis tout l'ensemble, tout est là. Je vais là-bas, il n'y avait rien. Ben non, il y avait des paquets, je ne savais pas que c'était livré en kit. Alors il a fallu que je vienne un 11 novembre, je me souviens, donc le 11 novembre 2009, et puis j'ai monté tous les poteaux avec les contrepoids et tout. On a commencé à jouer à partir du mois de novembre 2009. Et là, au début, il y avait pas trop de monde, mais enfin, on a commencé comme ça. Ouais, c'était un beau projet alors. Ça continue, ça marche. C'est super. Et comme je vois que c'est bientôt la fin de notre rendez-vous, Oui. parce qu'après, ce sera le déjeuner, je voulais savoir si vous auriez un conseil à donner aux jeunes générations, ou alors un conseil que vous avez reçu quand vous étiez plus jeune et qui vous a beaucoup servi. Premier conseil, c'est qu'ils fassent leur mémoire. Comme vous. Comme moi. Le deuxième, qu'ils fassent de la gymnastique, en dehors de l'école. Oui. Que ce ne soit pas uniquement un besoin scolaire, qu'ils fassent des sports dans des clubs. Ça vous a beaucoup apporté le sport. Oui, absolument. Vous avez rencontré votre femme comme ça, Oui. beaucoup d'amis. Ah oui, tout à fait. Ainsi s'achève l'épisode d'André, que je remercie chaleureusement pour son témoignage. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour rencontrer Michel, une presque bretonne qui, en tout cas, fait de super crêpes. En attendant, je compte sur vous pour faire connaître Rambobinette autour de vous. À bientôt!